Mon frère exhibait sa nouvelle Porsche. Regarde ce que le vrai succès peut acheter, Odile. 10 minutes plus tard, les informations annonçaient mon contrat de 90 millions d'euros. Je lui ai souri et j'ai murmuré, au fait, cette voiture a été achetée avec mon héritage volé. J'ai passé 5 ans à mourir de faim dans un studio pendant que ma famille finançait le style de vie somptueux de mon frère et se moquait de mon ambition inutile. Mais quand ils m'ont déshérité lors du dîner du réveillon de Noël, ils ne se rendaient pas compte que la chaîne d'information derrière eux était sur le point d'annoncer ma victoire de 90 millions d'euros. C'est ici que l'histoire commence vraiment, et vous ne voudrez pas manquer ce qui va suivre. Assurez-vous d'être abonné pour la suivre jusqu'à la fin. Nous sommes toujours curieux. D'où dans le monde nous regardez-vous tous aujourd'hui? Faites-le nous savoir dans les commentaires. La trahison n'est pas arrivée avec un cri ou un hurlement. Elle est arrivée avec le tintement du cristal et le doux jazz d'ambiance que ma mère, Morgane, insistait pour mettre chaque fois qu'elle voulait prétendre que nous étions la famille parfaite. Je tremblais physiquement, bien que j'ai essayé de le masquer en serrant la tige de mon verre d'eau jusqu'à ce que mes jointures deviennent blanches. Je n'avais pas dormi depuis 48 heures. Mon corps fonctionnait avec un cocktail toxique de caféine, d'adrénaline et un épuisement profond, ancré jusqu'aux os, qui faisait légèrement tourner la pièce chaque fois que je tournais la tête trop vite. J'avais une mine affreuse, et je le savais. Mon blazer avait 3 ans et était légèrement effiloché au poignet. Mes cheveux étaient tirés en arrière en un chignon désordonné et utilitaire, car je n'avais pas eu le temps ni l'argent pour aller chez le coiffeur depuis 6 mois. Pour ma famille, j'avais l'air d'être exactement ce qu'ils avaient toujours dit que j'étais, un échec, une femme surmenée, une femme approchant la trentaine qui jouait encore à faire semblant avec des ordinateurs pendant que les adultes faisaient de vraies affaires. Nous étions réunis dans le salon de la propriété de mes parents, un vaste manoir dans la banlieue chic de Paris qui sentait le produit à polir au citron et le vieil argent. Le feu crépitait, projetant de longues ombres dansantes sur les bibliothèques en acajou. Cela aurait dû être chaleureux. Au lieu de cela, on se sentait comme dans une salle d'audience où le verdict avait déjà été rendu. Odile, est-ce que tu écoutes au moins? La voix de mon père a percé le brouillard dans mon cerveau. Guillaume était assis dans son fauteuil club en cuir à haut dossier, un verre de scotch posé sur son genou. Il avait tout l'air du titan de l'industrie qu'il se croyait être, des cheveux argentés parfaitement coiffés, un costume sur mesure qui coûtait plus que mon loyer d'une année entière. « J'écoute, papa, dis-je, la voix rauque. Je suis juste fatigué. » Fatigué, ricana-t-il, échangeant un regard avec ma mère, Morgane, qui était perchée sur le canapé, retirant une peluche inexistante de sa jupe. « Tu es toujours fatigué, Odile. C'est ce qui arrive quand on refuse de prendre un vrai travail avec des horaires réguliers. » Ce n'est pas pour ça que nous avons cette conversation, intervint Julien. Mon frère, l'enfant prodige. Il était appuyé contre le manteau de la cheminée, faisant tourner son propre verre, l'air de sortir tout droit d'un catalogue pour propriétaires de yacht. Laisse papa finir, Odile. C'est important. J'ai regardé Julien. Il souriait, mais ce n'était pas un sourire chaleureux. C'était le sourire d'un requin qui venait de sentir le sang dans l'eau. À côté de lui se tenait sa femme, Sophie, qui faisait défiler son téléphone, réprimant à peine un sourire narquois. Comme je le disais, poursuivit Guillaume, s'éclaircissant bruyamment la gorge pour reprendre le contrôle de la pièce. Ta mère et moi avons fait un peu de planification successorale. Avec le marché tel qu'il est, et ma retraite qui approche, nous devons être pragmatiques quant à l'avenir de l'entreprise et des actifs familiaux. J'ai hoché lentement la tête. D'accord. Nous avons pris une décision, dit Guillaume, ses yeux se fixant sur les miens avec une finalité froide et détachée. Avec effet immédiat, je transfère la majorité des parts de l'entreprise à Julien. Il sera nommé directeur général le mois prochain. Ce n'était pas surprenant. Julien avait été préparé pour le trône depuis sa naissance, bien qu'il ait le sens des affaires d'une serviette en papier mouillé. Félicitations, Julien, dis-je automatiquement. Il y a plus, ajouta Morgane, sa voix légère et aérienne comme si elle parlait de la météo. Puisque Julien assumera le fardeau de l'héritage familial, nous avons estimé qu'il était juste que les actifs reflètent cette responsabilité. Nous lui avons cédé l'acte de propriété de l'hôtel particulier à Paris, à lui et à Sophie, ainsi que la villa sur la Côte d'Azur. Mon estomac s'est noué. L'hôtel particulier? Mais vous m'aviez dit l'année dernière que si j'avais besoin d'un endroit où rester pendant que la start-up démarrait, l'appartement était disponible. Les plans changent, dit sèchement Guillaume. Et franchement, Odile,
nous ne pouvons pas continuer à encourager ce passe-temps qui est le tien. Cela fait 5 ans. Tu n'as rien à montrer, à part des cernes sous les yeux et une montagne de dettes. Nous faisons cela pour ton bien. Nous te coupons les vivres, clarifia Julien, son sourire s'élargissant. Du testament, de la fiducie, de tout. Papa pense que c'est le moment où tu dois nager ou couler et dont tu as besoin pour enfin grandir. J'ai senti le sang quitter mon visage. Il ne s'agissait pas seulement de l'argent. Je ne leur avais jamais demandé d'argent pour l'entreprise, j'avais tout financé par mes propres moyens. Mais la rupture émotionnelle, la cruauté clinique absolue de faire cela maintenant, alors qu'ils me pensaient au plus bas, était un coup physique. Donc je n'ai rien, murmurai-je. Je suis votre fille. Tu es impassif, dit Guillaume en prenant une gorgée de son scotch. Julien est l'avenir. Tu es un exemple à ne pas suivre. La trahison était pire que le diagnostic lui-même. C'était un diagnostic de ma valeur à leurs yeux, et le résultat était 0. Pendant un instant, le silence dans la pièce fut assourdissant. Je pouvais entendre le tic-tac de l'horloge de parquet dans le couloir, égrenant les secondes de mon humiliation. Sophie a finalement rompu le silence. Elle a fait claquer son chewing-gum, une habitude qu'elle ne se permettait que lorsqu'elle voulait avoir l'air de s'ennuyer, et m'a regardé de haut en bas. Honnêtement, Odile, c'est mieux ainsi. Julien et moi avons besoin d'espace. Nous pensons à agrandir la famille bientôt, et cet hôtel particulier est parfait pour une chambre d'enfant. Tu ne peux pas t'attendre à ce que maman et papa gardent un bien immobilier de premier choix juste parce que tu joues à la hackeuse dans une cave quelque part. Je ne vis pas dans une cave, dis-je, ma voix se raffermissant malgré le tremblement de mes mains. Je vis dans un studio. C'est la même chose, rit Julien. Il se dirigea vers la fenêtre et regarda l'allée. Et, venez voir ça. Puisque l'annonce est officielle, je me suis dit que je pouvais enfin amener le nouveau jouet. Nous avons tous migré vers la fenêtre. Garée dans l'allée circulaire, brillant sous les projecteurs, se trouvait une voiture de sport de luxe flambant neuve, grise ardoise. Elle était basse, agressive et valait facilement 140 000 €. Voiture de fonction, demandai-je. Prime à la signature, corrigea Julien, faisant un clin d'œil à Guillaume. Papa voulait s'assurer que le nouveau directeur général ait l'air à la hauteur. Tu sais ce qu'on dit, Odile, habille-toi pour le poste que tu veux. Peut-être que si tu achetais un beau costume de temps en temps, les investisseurs te prendraient au sérieux. Ah, attends. Tu n'as pas d'investisseur, n'est-ce pas? Juste cette petite application. J'ai regardé la voiture, puis de nouveau mon père. Tu lui as acheté une Porsche. Tu m'as dit la semaine dernière que tu ne pouvais pas co-signer un bail pour une ferme de serveurs parce que la trésorerie était serrée. La trésorerie est serrée pour les entreprises risquées, dit Guillaume d'un ton dédaigneux. Les investissements en Julien sont une valeur sûre. Il fait partie de la famille. Il est loyal. Il est ici, à travailler réellement, pas à poursuivre des chimères. J'ai senti une douleur soudaine et aiguë dans ma poitrine, un mélange de chagrin et de rage. Ils ne me voyaient vraiment pas. Pour eux, j'étais invisible, un fantôme hantant leur portrait parfait. Ma mère m'a tapoté le bras, son contact manquant de toute chaleur réelle. Ne sois pas jalouse, ma chérie. Ce n'est pas convenable. Julien a travaillé très dur pour cela. Dur? J'ai failli m'étouffer avec le mot. Julien arrivait au bureau à 11 h du matin, prenait des déjeuners de 2 heures et passait le reste de la journée à jouer au golf sur le simulateur du bureau. J'avais passé les 5 dernières années à coder 18 heures par jour, à manger des nouilles instantanées et à corriger des bugs jusqu'à ce que mes yeux saignent. Allons dîner, annonça Morgane en tapant dans ses mains. La cuisinière a préparé une délicieuse dinde. Ne laissons pas l'humeur d'Odile gâcher la fête. Alors que nous nous dirigions vers la salle à manger, je suis resté en arrière. J'ai mis la main dans ma poche et j'ai sorti mon téléphone. L'écran était fissuré, une autre chose dont il s'était moqué plus tôt, mais le centre de notification brillait. 17h45, 15 minutes. J'avais 15 minutes avant que l'embargo ne soit levé. 15 minutes avant que le communiqué de presse ne soit diffusé. 15 minutes avant que la réalité qu'il pensait contrôler ne vole en éclats. J'ai regardé le dos de Julien alors qu'il se pavanait dans la salle à manger, son bras drapé possessivement sur Sophie. Il pensait avoir gagné. Il pensait m'avoir tout pris, mon héritage, le respect de mes parents, mon filet de sécurité. J'ai pris une profonde inspiration, lissant le poignet effiloché de mon blazer.
Mais ils avaient oublié une chose cruciale. Ils mesuraient le succès à ce qui leur était donné. Je le mesurais à ce que j'avais construit. Et j'avais construit quelque chose qu'ils ne pouvaient même pas comprendre. J'ai glissé le téléphone dans ma poche et je les ai suivis dans la salle à manger. J'arrive, dis-je doucement. Je ne manquerais ça pour rien au monde. La salle à manger était opulente, centrée autour d'une table assez longue pour accueillir 20 personnes, bien qu'elle ne soit dressée que pour 5. Le centre de table était un arrangement absurde de fleurs d'automne et de citrouilles dorées qui coûtait probablement plus cher que mes frais de serveur mensuels. J'ai pris ma place habituelle au bout de la table, loin du chef de table où Guillaume siégeait comme un roi tenant sa cour. Julien était assis à sa droite, la place d'honneur. Pendant que la soupe était servie, mon esprit est revenu au début. 5 ans plus tôt, j'étais venu voir Guillaume avec un dossier de présentation. J'avais 24 ans, fraîchement sorti d'un master, les yeux brillants d'une idée qui pouvait révolutionner la compression de données pour le streaming mobile. Je n'avais pas demandé l'aumône. J'avais demandé un investissement d'amorçage, un prêt commercial avec intérêt. Je me souvenais de la façon dont Guillaume avait ri, pas un petit rire, mais un rire aux éclats. Il avait jeté le dossier de présentation sur le bureau. La compression de données, Odile? Laisse la technologie aux garçons de Sophia Antipolis. Tu es une Leroy. Nous faisons de l'immobilier et de la logistique. C'est un jouet. Un jouet inutile. Ce rejet avait été le carburant. J'ai déménagé le lendemain. J'ai vendu mes bijoux, ma voiture et mes vêtements de marque. J'ai appris à coder le back-end moi-même parce que je ne pouvais pas me permettre d'engager un directeur technique. Je vivais avec 4 heures de sommeil. J'ai manqué Noël, les anniversaires et les vacances. Et pendant tout ce temps, il y avait Julien. Julien, qui a échoué 2 fois à l'examen du barreau et s'est vu immédiatement confier un titre de vice-président. Julien, qui a accidenté 3 voitures à l'université, toutes discrètement remplacées par papa. De l'autre côté de la table, Julien tenait actuellement la cour, gesticulant avec une cuillère en argent. C'était un bel homme, je devais l'admettre, avec le genre de visage poli et symétrique pour lequel les politiciens paient des chirurgiens, mais ses yeux étaient vides. Il n'y avait aucune curiosité en eux, seulement une faim sans fin de validation. Alors, dit Julien, tournant son regard vers moi en beurrant un petit pain. Comment va là? Comment ça s'appelle déjà? L'application? Il a dit le mot « application » comme si c'était un mouchoir sale. Ça s'appelle Fluxline, dis-je tranquillement, me concentrant sur ma soupe. C'est vrai, Fluxline, gloussa Sophie. On dirait une pilule pour maigrir. C'est un outil d'optimisation algorithmique pour le transfert de données à large bande passante, récitai-je, le discours venant automatiquement. Ennuyeux, chanta Julien, faisant rire Morgane. Odile, sérieusement, quand vas-tu abandonner? Tu as presque 30 ans. Tu es célibataire. Tu es fauché. C'est embarrassant pour la famille. Les gens me demandent, Julien, que fait ta sœur? Et je dois dire, oh, elle se cherche. Ça nous donne une mauvaise image. Il a raison, Odile, grogna Guillaume. J'ai dû faire jouer mes relations pour faire entrer Julien dans le cercle privé. On ne peut pas te voir débarquer là-bas avec ce que tu portes. Je me fiche du cercle privé, papa, dis-je. C'est ça le problème. Guillaume a frappé la table de sa main, faisant sursauter l'argenterie. Tu n'as aucune ambition. Tu n'as aucune volonté. Tu te contentes de te vautrer dans la médiocrité pendant que ton frère est en train de conquérir le monde. L'ironie était si épaisse que je pouvais la goûter. Julien n'avait rien conquis. Il avait été transporté jusqu'au sommet dans une chaise à porteur. J'ai de l'ambition, dis-je, la voix basse. Montre-moi, le défia Julien en se penchant en avant. Son visage se tordit en un rictus qui révéla le tyran sous le costume. Montre-moi une seule chose que tu as accomplie en 5 ans. 1 euro de profit. Un actif. Une seule chose qui prouve que tu n'es pas juste un parasite pour la patience de la société. Il prit une gorgée de vin, ses yeux brillants de malice. Je viens de conclure une affaire pour la tour du quartier de la Défense, Odile. 28 millions d'euros. Que as-tu fait aujourd'hui? Corriger une faute de frappe? Il ne savait pas. Il ne pouvait pas voir au-delà de son propre reflet. Il voyait une femme fatiguée dans un blazer bon marché. Il ne voyait pas le prédateur attendant de frapper. Il ne voyait pas que la faute de frappe que j'avais,
corrigé, il y a 5 ans était maintenant le code fondamental de la moitié des services de streaming de l'hémisphère. J'ai regardé l'horloge de parquet, 17h58. Je n'ai pas corrigé de faute de frappe, Julien, dis-je en prenant ma serviette et en m'épongeant la bouche. J'avais une réunion. Une réunion, rit Sophie. Avec qui? Ton propriétaire qui demande le loyer en retard? Non, dis-je, un petit sourire froid touchant enfin mes lèvres. Avec une équipe d'avocats. Des avocats? Guillaume fronça les sourcils, sentant un changement dans l'air. Tu as des ennuis, Odile? Si tu t'es fait poursuivre en justice, ne t'attends pas à ce que je te tire d'affaire. Je viens de te le dire, la banque de papa est fermée. Je n'ai pas besoin d'être tiré d'affaire, papa, dis-je, mon cœur martelant contre mes côtes comme un tambour de guerre. Et ce n'étaient pas des avocats de la défense. Alors qui étaient-ils? Demanda Julien, agacé que je ne pleure pas encore. Fusion et acquisition, dis-je clairement. Julien se figea. La fourchette de Guillaume s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. De quoi parles-tu? Julien ricana, bien que sa voix ait légèrement vacillé. Qui voudrait acquérir ton petit projet? Il ne vaut rien. Vraiment, demandai-je. J'ai tourné la tête vers l'immense télévision à écran plat montée au-dessus de la cheminée dans le salon adjacent. Le son était coupé, diffusant en boucle les informations locales du soir. Peux-tu monter le volume, Julien? Le journal économique de 18h va commencer. Je pense que tu pourrais le trouver instructif. Julien laissa échapper un rire sec et aboyant. Il prit la télécommande sur le buffet et la pointa vers la télévision comme une arme. Tu veux regarder les informations, ricana-t-il, le pouce planant au-dessus du bouton de volume. Quoi, il y a un reportage sur comment déposer le bilan? Ou peut-être des conseils de mode pour les chômeurs? Allume-la, Julien, dis-je. Ma voix n'était plus rauque. L'adrénaline qui m'avait fait trembler plus tôt s'était calcifiée en quelque chose de froid et de dur. Je me sentais incroyablement calme. Il leva les yeux au ciel en direction de Sophie, qui ricana dans son verre de vin, et appuya sur le bouton. La barre de volume à l'écran grimpa, et la pièce fut remplie de la musique énergique et urgente du journal du soir de la chaîne d'information. La présentatrice, une femme aux cheveux sévères et au blazer rouge vif, regardait ses papiers. Et nous aurons la météo dans un instant, dit-elle, d'une voix professionnelle et nette. Mais d'abord, une nouvelle de dernière minute massive venant du quartier de la French Tech à Paris ce soir. Un développement local qui envoie des ondes de choc à travers le secteur financier. Guillaume fronça les sourcils, s'agitant sur sa chaise. Le secteur financier? Je n'ai rien entendu. Julien, as-tu entendu quelque chose? Probablement un changement de zonage, rejeta Julien en agitant la main. Des trucs ennuyeux. En fait, poursuivit la présentatrice en regardant directement la caméra, c'est une histoire de Cendrillon pour l'ère numérique. Fluxline, une start-up de compression de données basée ici même à Paris, vient d'annoncer une acquisition complète par le géant mondial de la technologie Omnitech. La pièce devint silencieuse. Le seul son était le crépitement du feu et le bourdonnement du réfrigérateur dans la cuisine lointaine. La main de Julien, tenant toujours la fourchette, se figea en l'air. L'accord, dit la présentatrice en insistant sur chaque syllabe, a été signé il y a quelques heures à peine et est évalué à la somme stupéfiante de 90 millions d'euros. À l'écran, le graphique changea. Ce n'était pas une photo d'archive d'un bâtiment. C'était une photo de moi. C'était une photo de mon profil LinkedIn, la seule photo professionnelle que j'avais, prise il y a 5 ans quand j'avais encore de l'espoir dans les yeux. À côté de mon visage, en police impact grasse, il y avait les mots « Contrat DE 90 millions d'euros ». La fondatrice, continua la présentatrice, Odile Leroy, 29 ans, a développé l'algorithme propriétaire entièrement seule, travaillant apparemment depuis un studio au cours des 5 dernières années. Les analystes qualifient cela de plus important départ d'un fondateur unique de l'histoire du pays. La caméra passa à des images d'illustration. On y voyait l'extérieur du siège d'Omnitech, puis un clip du directeur général d'Omnitech me serrant la main. Nous l'avions filmé il y a 3 heures. Je portais le même blazer effiloché que je portais en ce moment. Dans le clip, j'avais l'air fatigué, oui, mais je souriais un sourire sincère et soulagé qui faisait plisser mes yeux au coin. Madame Leroy n'a pas pu être jointe pour de plus amples commentaires ce soir, conclut la présentatrice, car elle célébrerait en privé avec sa famille.
Une célébration bien méritée pour la nouvelle sensation de la capitale. Julien baissa lentement la télécommande. Son visage avait pris la couleur de la cendre froide. Il regarda de l'écran de télévision, où mon visage persistait dans le graphique en coin, à moi, assise à 1,50 m de lui. Il regarda mes poignets effilochés. Il regarda mon chignon désordonné. Il regarda le téléphone fissuré sur la table. Est-ce que... La voix de Sophie était un couinement aigu. Elle pointa un doigt manucuré vers la télévision. Est-ce une blague? Est-ce un hypertrucage? Ce n'est pas une blague, dis-je. J'ai pris mon verre d'eau et j'ai bu une gorgée. L'eau était fraîche et pure. Et ce n'est pas un hypertrucage. L'accord a été conclu à 16 h. Le virement bancaire arrive sur mon compte lundi matin. Guillaume n'avait pas bougé. Il fixait la télévision, la bouche légèrement ouverte, un morceau de dinde rôtie oublié dans son assiette. L'arrogance qui émanait habituellement de lui comme la chaleur d'une fournaise avait disparu, remplacée par un vide perplexe et terrifiant. 90, murmura Guillaume. Il ne put même pas finir la phrase. Point million, finis-je pour lui, à quelques millions près pour les impôts et les frais de justice. Mais oui. Le jouet inutile s'est avéré être très précieux. Je les ai regardés digérer l'information. J'ai vu les rouages dans la tête de Julien s'arrêter net, puis essayer frénétiquement de tourner en sens inverse. J'ai vu le moment où la prise de conscience l'a frappé. La voiture dans l'allée, l'hôtel particulier, le titre de directeur général, tout cela, c'était de l'argent de poche. C'était des miettes. Je venais d'acheter la boulangerie. Le silence se brisa comme une digue qui cède. Tu as menti, cria Julien en abattant sa main sur la table. L'argenterie sursauta de nouveau, cliquetant contre la porcelaine fine. Tu es restée assise là à nous laisser. Tu nous as laissé parler comme ça. Tu nous as tendu un piège. Je n'ai pas dit un mot, Julien, répondis-je calmement en coupant un morceau de ma dinde. C'est toi qui parlais tout le temps. Toi et papa. Je n'ai fait qu'écouter. C'est impossible, balbutia Guillaume, son visage devenant d'un rouge profond et dangereux. Il sortit son téléphone, ses gros doigts tâtonnant sur l'écran. Une affaire de cette taille. J'en aurais entendu parler. Le bouche à oreille. Je connais tout le monde chez Omnitech. Tu connais les membres du conseil d'administration, papa, le corrigeai-je. Tu joues au golf avec la vieille garde. Tu ne connais pas l'équipe d'acquisition technologique. Ils ne jouent pas au golf. Ils signent des chèques. Soudain, le téléphone de Guillaume se mit à sonner. Puis il émit un ping. Puis il vibra. Une cascade de notifications illumina l'écran. Il le fixa. C'est Durand et Martin. Et mon Dieu, le sénateur. Ils appellent pour te féliciter, dis-je en prenant une bouchée de la dinde. Elle était sèche. Ils supposent, naturellement, que la famille Leroy célèbre cela ensemble. Ils supposent que tu es fier. Morgane, qui était restée figée la main à la gorge, sursauta soudainement. Le choc dans ses yeux fut rapidement remplacé par une lueur frénétique et calculatrice. Elle regarda Julien, puis la voiture chère visible par la fenêtre, et enfin moi. Odile, ma chérie, souffla-t-elle, sa voix prenant une qualité tremblante et théâtrale. Est-ce vraiment 90 millions? Oui, maman. Oh mon Dieu, expira Sophie, ses yeux s'écarquillant alors qu'elle faisait le calcul. Elle se tourna vers Julien, son expression passant de l'adoration à un examen soudain et pointu. Julien, c'est plus que la valorisation totale de l'entreprise de ton père, n'est-ce pas? Julien tressaillit comme si elle l'avait giflé. Tais-toi, Sophie. Ne parle pas à ta femme comme ça, dis-je sèchement. Elle a raison. C'est plus que la valorisation de l'entreprise. D'un facteur de 3, à la dernière vérification. Tu as vérifié? Guillaume leva les yeux de son téléphone qui explosait, ses yeux se plissant. Tu nous as audités? Je sais lire un bilan, papa. Je sais que l'industrie de la logistique est en baisse. Je sais que l'entreprise perd de l'argent depuis 6 trimestres. C'est pour ça que tu restructures et que tu donnes l'entreprise à Julien, n'est-ce pas? Tu ne prends pas ta retraite. Tu te sauves. Tu lui donnes le chapeau de capitaine d'un navire en perdition. La pièce redevint silencieuse. Julien regarda Guillaume,
la trahison se dessinant sur son visage. Papa? De quoi parle-t-elle? Guillaume agita la main d'un air dédaigneux, mais il ne voulut pas croiser le regard de Julien. Les affaires fluctuent, mon fils. Ne l'écoute pas. Elle est délirante de chance. De la chance? Je posais mon couteau et ma fourchette. 5 ans, papa. 5 ans de journée de 18 heures. J'ai construit l'architecture à partir de zéro. J'ai déposé les brevets moi-même parce que tu ne voulais pas me prêter l'argent pour un avocat. J'ai dormi sur un matelas par terre pour pouvoir me payer un espace serveur. La chance n'a rien à voir là-dedans. Nous essayons de t'endurcir, rugit Guillaume, retrouvant enfin son aplomb dans la colère. Et regarde, ça a marché. Tu penses que tu aurais fait ça si nous t'avions choyé? Si nous t'avions tout donné comme. Il s'arrêta, se rattrapant. Point comme Julien, proposai-je. Vas-y, dis-le. Nous t'avons donné la motivation, intervint Morgane, tendant la main sur la table pour essayer de toucher la mienne. Je la retirai. Odile, ma chérie, ne vois-tu pas? C'était notre plan depuis le début. Nous savions que tu en avais la capacité. Nous avions juste besoin d'allumer un feu. C'est comme ça que vous appelez ça, demandai-je en regardant ses ongles parfaitement manucurés. Allumer un feu? Parce qu'il y a 10 minutes, vous m'avez qualifié de passif. Vous m'avez exclu du testament. Vous vous êtes moqué de moi. C'était de la plaisanterie, dit Julien, son rire sonnant forcé et hystérique. Allons, Odile. Tu sais comment nous sommes. Nous sommes une famille. On se chambre. C'est ce que nous faisons. Mais au fond, nous sommes une équipe. Il se leva et fit le tour de la table, attrapant la bouteille de vin. Il s'apprêta à en verser dans mon verre, mais sa main tremblait tellement qu'il renversa quelques gouttes sur la nappe blanche. Tiens, dit Julien, sa voix tremblant d'une chaleur désespérée et mielleuse. Un toast. Au succès de la famille. À notre succès. Je veux dire, ouah, 90 millions. Pense à ce que nous pouvons faire avec ça. Nous pouvons enfin moderniser la flotte, papa. Nous pouvons rembourser les. Il s'arrêta de nouveau. Rembourser quoi, Julien, demandai-je doucement. Il déglutit difficilement. Juste. Des investissements, tu sais. Je l'ai regardé, vraiment regardé. Derrière le costume cher et le bronzage artificiel, j'ai vu un petit garçon terrifié à qui on n'avait jamais dit « non » et qui avait peur du noir. Mais j'ai aussi vu l'homme qui s'était moqué de ma pauvreté pendant une demi-décennie. Il n'y a pas de nous, Julien, dis-je. L'atmosphère dans la pièce passa du choc à l'hostilité. Les prédateurs réalisaient que la proie avait des dents. Allons, Odile, ne soyons pas irréfléchis, dit Guillaume, sa voix baissant à ce baryton bas et autoritaire qu'il utilisait dans les salles de conseil pour intimider les fournisseurs. Il repoussa son assiette et joignit ses mains sur la table. Tu as hérité d'une somme d'argent considérable. C'est une chose dangereuse pour une jeune femme sans expérience financière. J'ai géré une start-up avec un budget nul pendant 5 ans, dis-je. Je pense que je peux gérer un compte en banque. Ce n'est pas juste un compte en banque, sermonna Guillaume, sa confiance revenant alors qu'il se réfugiait dans son rôle de patriarche. C'est la responsabilité fiscale. C'est la protection des actifs. C'est la gestion de patrimoine. Tu es dépassé. Heureusement, tu nous as. Tu as l'entreprise. Il fit un geste autour de la pièce. La structure est déjà en place. Nous allons créer une fiducie familiale. J'agirai en tant qu'exécutif, naturellement, pour guider les investissements. Julien peut gérer les opérations quotidiennes du capital par le biais de l'entreprise. Cela renforcera notre bilan, restaurera la confiance dans le nom Leroy et assurera que tu sois prise en charge à vie. Nous te donnerons une allocation. Une généreuse. Tu pourras enfin acheter une garde-robe décente. Je le fixai. L'audace était à couper le souffle. Il essayait d'absorber ma victoire avant même que l'encre ne soit sèche. Il voulait prendre mes 90 millions d'euros pour boucher les trous de son entreprise défaillante et soutenir l'ego de Julien. Une allocation, répétai-je platement. Un argent de poche, corrigea Julien, se redressant. Comme le mien. C'est génial, Odile. Tu n'as pas à te soucier des factures. Les comptables s'occupent de tout.
Et l'hôtel particulier, demandai-je en regardant Sophie, est-ce que je le récupère dans cet arrangement? Sophie serra son collier de perles. Eh bien, nous avons déjà commencé à prendre les mesures pour les rideaux. Peut-être que nous pouvons te trouver quelque chose de bien à proximité. Un loft. J'ai ri. C'était un son court et sec. Vous n'écoutez pas, dis-je. Je ne veux pas de loft, et je ne veux pas d'allocation. Ne sois pas difficile, claqua Morgan, son masque glissant. Ton père sait ce qui est le mieux. Tu es doué avec les ordinateurs, d'accord, mais l'argent, le vrai argent. C'est un monde d'hommes, Odile. Tu perdras tout en un an si tu ne laisses pas Guillaume s'en occuper. J'ai déjà une représentation financière, dis-je. Et juridique. Guillaume plissa les yeux. Qui aurais-tu pu engager que je ne connaisse pas? Tu te souviens quand tu as dit que je jouais à la directrice générale, demandai-je à Julien. Eh bien, les directeurs généraux ont des réseaux. Mon avocat principal est du cabinet Dubois, Vasseur et Associés. Guillaume devint pâle. Dubois? Tu as maître Antoine Dubois. Il était très intéressé par mon cas, dis-je. Surtout quand je lui ai parlé de la fiducie. La fiducie? La voix de Guillaume se brisa. La fiducie de grand-mère, dis-je. Celle qu'elle nous a laissée à tous les deux, Julien. Celle que papa gère. Julien avait l'air confus. Et alors? Je reçois ma distribution chaque mois. Oui, dis-je. Toi, oui. Mais je n'ai pas reçu de relevé depuis 4 ans. Papa m'a dit que le marché était en baisse et que ma part était sous-performante. Il m'a dit qu'il n'y avait pas de liquidité. Je tournai mon regard vers Guillaume, qui transpirait maintenant abondamment. Mais ce n'était pas vrai, n'est-ce pas, papa? Parce que maître Dubois a fait quelques recherches. Il s'avère que tu as vidé ma part de la fiducie pour couvrir les dettes de jeu de Julien à Monaco il y a 3 ans et pour payer l'arrangement de ce délit de fuite que Julien a eu à l'université. Sophie haleta. Dette de jeu? Délit de fuite? Elle se tourna vers Julien. Tu m'avais dit que tu faisais du bénévolat à Madagascar cet été-là. Je, balbutia Julien, son visage devenant d'un violet marbré. Ce n'était pas papa a dit qu'il s'en était occupé. Il s'en est occupé, dis-je. Avec mon argent. Mon héritage. Tu m'as volé, papa. Tu as détourné les fonds d'un enfant pour sauver l'autre. C'était un prêt, cria Guillaume en frappant du poing sur la table. Un prêt relais. J'avais l'intention de le rembourser. Avec quoi, demandai-je. L'entreprise est insolvable. Je suis au courant de l'audit, papa. Je sais que la banque va réclamer les prêts sur la zone des entrepôts de Gennevilliers le mois prochain. Vous êtes ruiné. C'est pour ça que vous m'avez invité ici. Vous ne me coupiez pas seulement les vivres pour être cruel. Vous me coupiez les vivres parce qu'il n'y a plus rien à donner. Vous avez tout donné à Julien, et il l'a gaspillé. La vérité flottait dans l'air, lourde et suffocante. La façade de la famille Leroy riche et parfaite s'est dissoute. Il ne restait plus que 3 personnes désespérées dans un manoir hypothéqué et la fille qu'ils avaient sous-estimée. Donc, dis-je en me levant et en lissant mon blazer, voici comment ça va se passer. Je ne vais pas renflouer l'entreprise. Je ne vais pas rembourser les prêts des entrepôts. Et je ne vais certainement pas financer une chambre d'enfant dans un hôtel particulier qui a été acheté avec des fonds volés. Tu ne peux pas faire ça, sanglota Morgan, des larmes coulant enfin sur son visage, des larmes de peur, pas de chagrin. Nous sommes ta famille. Que diront les gens? Ils diront, répondis-je en attrapant mon sac à main, que l'héritage de la famille Leroy est enfin entre des mains compétentes. Juste pas les vôtres. Où vas-tu? Exigea Julien, se levant pour me bloquer le chemin. Il avait l'air dangereux maintenant, désespéré et acculé. Tu ne peux pas simplement partir. Nous devons régler ça. Tu nous dois quelque chose. Je vous dois quelque chose? Je me suis approché de lui. J'étais plus petite que lui, mais à ce moment-là, je me sentais mesurer 3 mètres. Je vous dois quelque chose pour les années de moquerie, pour l'isolement, pour m'avoir fait me sentir petite pour que vous puissiez vous sentir grand. Je suis ton frère. Alors agis comme tel, dis-je. Sors de mon chemin, Julien, ou j'appelle maître Dubois et je lui dis de déposer les accusations de détournement de fonds contre papa demain matin.
Et étant donné que ta signature est sur les formulaires de retrait frauduleux, j'imagine que tu serais nommé comme co-conspirateur. Julien se figea. Son regard se porta sur Guillaume, qui était assis, la tête dans les mains, vaincu. Julien s'écarta. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'ai pris une chambre dans un hôtel du centre-ville, le genre d'endroit avec des draps à haute densité de fil et des murs insonorisés, bien loin de mon studio. Mais je n'y suis pas resté pour dormir. J'y suis resté pour élaborer une stratégie. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer, non seulement à cause des vœux de félicitations, mais aussi à cause de mon père. 17 appels manqués. 12 messages vocaux. Une série de textos allant de la supplication, Odile, s'il te plaît, nous devons présenter un front uni, à la menace, tu es en train de détruire cette famille. Il était désespéré, et les hommes désespérés font des choses insensées. Le lendemain matin, j'ai découvert exactement quelle chose insensée il avait décidé de faire. Je buvais mon café en regardant les informations économiques quand un bandeau d'informations de dernière minute a clignoté à l'écran. Le directeur général d'EE Logistique Leroy annonce un partenariat stratégique avec une licorne technologique. J'ai failli laisser tomber ma tasse. L'écran est passé à une retransmission en direct de l'atrium de l'immeuble de bureau de mon père. Un podium avait été installé à la hâte, flanqué du logo de Logistique Leroy et, audacieusement, d'une impression agrandie de mon logo Fluxline. Guillaume se tenait au micro, l'air grave mais autoritaire. Julien était à côté de lui, portant un costume neuf, essayant de ressembler à un cadre visionnaire plutôt qu'à un homme qui avait dilapidé l'héritage de sa sœur au jeu. Nous sommes incroyablement fiers, disait Guillaume à la horde de journalistes et de caméras rassemblés, d'annoncer que l'acquisition de Fluxline n'est pas seulement une victoire pour ma fille, mais une victoire pour le groupe Leroy. En tant qu'incubateur de cette technologie, Logistique Leroy intégrera les algorithmes d'Odile dans notre flotte mondiale, assurant notre domination pour la prochaine décennie. De plus, Julien Leroy, notre nouveau directeur général, interviendra en tant que conseiller stratégique pour gérer la transition de ses actifs. C'était un mensonge audacieux, public et manipulateur de marché, conçu pour faire grimper le cours de l'action de son entreprise en chute libre et attacher son encre en perdition à mon étoile montante. Il pariait que je ne l'embarrasserais pas en direct à la télévision. Il pariait que la bonne fille serrait les dents et jouerait le jeu pour sauver le nom de la famille. Il avait fait le mauvais pari. J'ai attrapé mon manteau. Je n'ai pas appelé de voiture. J'ai appelé Maître Dubois. Retrouvez-moi à l'immeuble Leroy, lui ai-je dit. Et apportez la mise en demeure. Nous faisons ça en direct. 20 minutes plus tard, je franchissais les portes tournantes du bâtiment où l'on m'avait interdit d'entrer sans rendez-vous pendant 5 ans. Le gardien de sécurité, le vieux monsieur Henri, leva les yeux, surpris. Il vit l'expression sur mon visage et me laissa simplement passer. L'atrium était bondé. Les flashs des appareils photo crépitaient comme des stroboscopes. Guillaume était au milieu d'une session de questions-réponses, répondant à une question sur la synergie. Oui, eh bien, Odile et Julien ont toujours travaillé en étroite collaboration, mentit doucement Guillaume. C'est une dynamique frère-sœur. Il a fourni le sens des affaires, elle a fourni le code. C'est un partage à 50-50 dans l'esprit, sinon sur le papier. En fait, dis-je, ma voix se projetant clairement à travers le sol en marbre. La salle devint silencieuse. Les journalistes se retournèrent. Les caméras pivotèrent. La mère de costume s'écarta alors que je descendais l'allée centrale. Je ne portais pas de tailleur de pouvoir. Je portais un jean et une veste en cuir, ayant tout l'air de la perturbatrice technologique que j'étais. Guillaume se figea. Julien avait l'air sur le point de vomir. Odile, dit Guillaume, son sourire s'étirant en un rictus de panique. Nous étions justement en train de parler de la bonne nouvelle à la presse. Viens ici, ma chérie. Rejoins ton frère. Il fit un geste frénétique vers la place à côté de lui, essayant de me tirer physiquement dans son récit. J'ai monté les marches de la scène, mais je ne me suis pas tenu à côté de lui. Je l'ai dépassé et lui ai pris le micro des mains. Je suis désolé de vous interrompre, dis-je dans le micro, ma voix calme, amplifiée, résonnant contre les murs de verre. Mais je dois faire une correction. Une correction importante. Odile, ne fais pas ça, siffla Julien derrière moi. Ne fais pas ça. Je l'ai ignoré. J'ai regardé directement dans l'objectif de la caméra de la principale chaîne d'information. Mon nom est Odile Leroy, fondatrice et unique propriétaire de Fluxline, commençai-je.
Et je veux que ce soit parfaitement clair pour le marché, pour les actionnaires de Logistique Leroy et pour le public. Il n'y a pas de partenariat. Il n'y a pas de synergie. Et il n'y a absolument aucune implication du groupe Leroy dans mon entreprise. Un murmure parcourut la foule. Les journalistes commencèrent à crier des questions. Madame Leroy, votre père vient de dire. Mon père se trompe, coupez-je. Fluxline a été construit de manière indépendante, sans un seul euro de soutien de cette entreprise ou de cette famille. En fait, il a été construit en dépit d'eux. Je me tournai pour regarder Guillaume. Il tremblait, son visage un masque d'horreur. Il savait ce qui allait arriver. Il savait que je détenais les codes nucléaires. De plus, continuai-je, m'adressant directement aux investisseurs maintenant, toute affirmation selon laquelle Julien Leroy a joué un rôle dans mon succès est frauduleuse. Julien Leroy n'a aucune capacité exécutive dans mon entreprise. Et étant donné la situation financière actuelle de Logistique Leroy, que je suis sûr que l'autorité des marchés financiers sera intéressée à examiner concernant le détournement de fonds de la fiducie familiale, je conseillerais vivement à quiconque de ne pas considérer cette transition de pouvoir comme un indicateur positif. La salle a explosé. Détournement? L'AMF? Les journalistes sentaient le sang. Espèce de sorcière ingrate. Hurla Julien, perdant tout contrôle. Il se jeta sur moi, sa personnalité soigneusement construite se brisant instantanément. Je suis le directeur général. Je suis le. Il fut intercepté par Maître Dubois, qui était monté sur scène avec 2 grands agents de sécurité. Maître Dubois tendit une enveloppe épaisse à Guillaume. Monsieur Leroy, dit Maître Dubois, sa voix portant par-dessus l'agitation, vous êtes assigné. Nous déposons une demande d'audit comptable judiciaire immédiat de la fiducie de la famille Leroy et le gel de tous les actifs associés en attendant une enquête pour détournement de fonds. Les flashs ont explosé. L'image de l'enfant prodige hurlant, le visage rouge, pendant que son père serrait une assignation en justice, a été diffusée en direct à toute la ville. Mais le moment le plus important s'est produit hors de la scène. J'ai baissé les yeux vers le premier rang des sièges réservés. Sophie était assise là, vêtue d'un tailleur Chanel, le visage pâle. Elle fixait Julien. Elle avait entendu les mots « détournement » et « fonds de fiducie ». Elle voyait son mari non pas comme le puissant héritier, mais comme un menteur qui avait volé sa propre sœur pour couvrir ses échecs. Julien, réalisant que les caméras étaient sur lui, essaya de pivoter. « Sophie. Sophie, chérie, dis-leur. Dis-leur que nous sommes une équipe. » Sophie se leva. Elle regarda l'homme hurlant sur scène. Puis elle me regarda. Nos regards se croisèrent. Pendant des années, elle avait participé aux moqueries. Elle s'était moquée de mes vêtements, de ma voiture, de ma vie. Mais elle était aussi une femme à qui on avait vendu un mensonge sur sa sécurité financière. Sophie ne parla pas. Elle leva simplement la main, détacha le collier de diamants que Julien lui avait offert acheté, je le savais maintenant, avec mon argent et le laissa tomber sur la chaise. Puis elle se retourna et sortit de l'atrium, le cliquetis de ses talons coupant à travers le chaos. Sophie, gémit Julien. C'était fini. La façade s'était effondrée. Les retombées furent rapides, brutales et entièrement publiques. Dès le lundi, la cotation de Logistique Leroy était suspendue. L'action s'était effondrée de 60% suite à ma conférence de presse et aux rumeurs de fraude qui s'ensuivirent. Le conseil d'administration, terrifié par la responsabilité, vota à l'unanimité pour destituer Guillaume de son poste de président et licencia Julien avant même qu'il ne prenne officiellement le poste de directeur général. L'enquête qui a suivi a été comme éplucher les couches d'un oignon pourri. Les comptables judiciaires ont tout trouvé, les dettes de jeu, l'argent du silence pour le délit de fuite, la comptabilité créative utilisée pour cacher les pertes de l'entreprise. Ce n'était pas seulement de la mauvaise gestion, c'était de la négligence criminelle. Guillaume risquait une inculpation. Sa réputation, la seule monnaie qui lui importait vraiment, était en faillite. Il passait ses journées dans le manoir, qui était maintenant en cours de saisie immobilière, à crier sur des avocats qui ont finalement cessé de répondre à ses appels. Julien s'en sortit encore plus mal. Sans la protection ou l'argent de son père, ses amis s'évaporèrent. Sa voiture fut saisie. L'hôtel particulier fut saisi pour rembourser la fiducie. Il ne lui restait rien d'autre que son ego, qui était une piètre monnaie dans le monde réel. 2 semaines après la conférence de presse, j'étais dans mon nouveau bureau.
C'était un espace magnifique, tout un étage d'une tour de verre surplombant Paris. Le soleil entrait à flots, illuminant le mobilier élégant et moderne. Je ne mangeais plus de nouilles instantanées. J'examinais des demandes de subventions philanthropiques pour une nouvelle initiative que je lançais pour financer des fondatrices d'entreprises technologiques. Mon assistante m'a appelé. Madame Leroy, il y a une Madame Sophie Leroy qui veut vous voir. Elle n'a pas de rendez-vous. Dois-je la renvoyer? J'ai hésité. Non, faites-la entrer. La porte s'est ouverte et Sophie est entrée. Elle avait l'air différente. Le maquillage épais avait disparu. Ses cheveux étaient simplement tirés en arrière, et elle portait un jean et un pull. Elle paraissait plus jeune, mais aussi plus fatiguée. Elle portait une boîte. Salut, Odile, dit-elle, d'une petite voix. Sophie, dis-je en lui désignant une chaise. Asseyez-vous. Elle resta debout. Je ne serai pas longue. Je voulais juste. Je voulais rendre ça. Elle posa la boîte sur mon bureau. À l'intérieur se trouvait une collection de bijoux, des boucles d'oreilles, un bracelet, une montre. Je les ai fait évaluer. Ils ont été achetés pendant les mois où Julien a retiré de l'argent de votre fiducie. Ils ne sont pas à moi. Ils sont à vous. J'ai regardé les bijoux. Je n'en veux pas, Sophie. S'il vous plaît, dit-elle, les larmes lui montant aux yeux. Je ne peux pas les garder. J'ai demandé le divorce hier. J'ai hoché la tête. J'ai entendu. Je voulais m'excuser, continua-t-elle, la voix tremblante. Pour tout. Pour les dîners de Noël, pour les blagues. J'étais si peu sûr de moi. Je pensais que si je jouais leur jeu, je serais en sécurité. Je pensais faire partie de l'équipe gagnante. Je ne réalisais pas que j'étais juste un autre accessoire. Elle baissa les yeux sur ses mains. Tu étais la seule personne honnête dans cette maison, Odile, et nous t'avons traité de la pire des manières. Je suis tellement désolé. Je l'ai regardé. J'ai vu le regret. Il était sincère. Elle avait été une participante à ma douleur, oui, mais elle avait aussi été une victime de leur manipulation. Garde les bijoux, Sophie, dis-je doucement. Elle leva les yeux, surprise. Quoi? Non, je. Vends-les, dis-je. Utilise l'argent pour un avocat. Utilise-le pour un acompte sur un appartement. Recommence à zéro. Mais fais-le selon tes propres termes cette fois. Ne compte pas sur un homme pour te donner de la valeur. Sophie me fixa, les larmes coulant. Pourquoi? Après tout ce que j'ai dit? Parce que, dis-je en me levant et en marchant vers la fenêtre pour regarder la ville qui était maintenant, à bien des égards, la mienne, la meilleure vengeance n'est pas la cruauté. C'est le succès. Et une partie de mon succès est d'avoir le pouvoir de faire preuve de grâce là où on ne m'en a montré aucune. Elle hocha la tête, s'essuyant le visage. Merci, Odile. Tu es une meilleure femme que moi. Je suis juste une femme très occupée, souris-je. J'ai une entreprise à diriger. Elle est partie, et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas senti le poids de ma famille peser sur moi. Je n'ai plus ressenti le besoin de leur prouver qu'ils avaient tort. Je l'avais déjà fait. Maintenant, je devais juste me prouver à moi-même que j'avais raison. J'ai pris mon téléphone. J'avais une réunion avec l'équipe d'architectes pour le nouveau campus de Fluxline. Je construisais quelque chose de réel, quelque chose de durable. Et je le faisais en tant qu'Odile Leroy. Pas la fille, pas la sœur, pas l'échec. Juste moi. Et cela valait plus que 90 millions d'euros.